Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Z et notamment de Broly. Pour la sortie un petit peu du film Broly et du débat qui a un petit peu animé Internet il y a quelques années sur Broly, canon ou pas canon. Donc moi, c'est un angle de vue, une grille de lecture qui m'avait assez séduite à l'époque. Parce que même tout jeune, j'arrivais à faire la différence entre l'œuvre canon, soit les 42 tomes de Dragon Ball Z, l'adaptation en animé, donc l'animé qu'on pouvait voir sur le Club Dorothée, et les différents films qui étaient distribués par la Toei Animation, et notamment sur les cassettes. Donc quand on a eu un petit peu le débat sur Internet pour savoir est-ce que Broly était canon, débat qui était naissant sur un petit peu une comparaison de pouvoir entre Broly et puis les différentes étapes du Super Saiyan. Est-ce que Broly est plus fort que le Super Saiyan 2? Est-ce qu'il est plus fort que le Super Saiyan 3? Est-ce qu'il est plus fort que le Super Saiyan God? Ou est-ce qu'il est plus fort que le Super Saiyan God Blue? Donc moi déjà à cette époque, c'était rapport de puissance qui ne m'intéressait pas. Mais j'ai vu que le débat avait dérivé sur la canonité de Broly. C'est un scope que je trouvais vraiment intéressant. Maintenant, avec du recul, et comme c'est le scope qui a un petit peu été dominant dans ce débat et que tout le monde regarde ça avec cette grille de lecture, j'ai voulu, par rapport à la sortie du nouveau film Broly le 12 décembre, re-regarder l'ancienne version du film Broly. Ancienne version que j'avais à l'époque en cassette et que j'avais pas regardé depuis plus de 10 ans. Et j'ai été vraiment séduit par le scénario, d'une part par la critique qu'on pouvait en faire dès le début du film, où je vous rappelle, on a Chichi et Sangoku qui sont dans une queue pour présenter Sangohan dans une des meilleures écoles de la ville. Et ça démarre directement sur une critique de la société japonaise, avec Shishi qui essaye un petit peu de faire la morale à Sangoku et de lui expliquer comment est-ce qu'on répond à des entretiens, comment est-ce qu'on répond à des questions pour mettre en valeur Sangohan. Donc dès le début de ce film, j'ai pu voir que c'était une critique de la société japonaise. Avec les répliques de Sangoku, on comprend bien que est-ce qu'on va vendre notre fils ou est-ce qu'on va mentir pour répondre aux questions telles qu'ils veulent l'entendre. C'est un point qui était assez sympa directement dans cette version de Broly et qui m'a permis de voir que même à travers un dessin animé, on pouvait glisser quelques morales sur l'éducation et sur la franchise qu'on pouvait avoir quand on devait se défendre ou défendre notre profil par rapport à des recruteurs ou des gens du milieu. Le film continue et on a directement Paragus qui arrive sur Terre et puis petit à petit en regardant le film, je commence à voir que les personnages ont vraiment des caractères différents. Que ça soit Vegeta avec les traits un peu plus poussés par rapport à sa fierté, ou que ce soit Sangoku qui est beaucoup moins cartoonesque que dans Dragon Ball Super, et qui dès qu'il entend l'histoire du guerrier millénaire, essaye de mener sa propre enquête pour pouvoir aller sur cette planète-là. Une fois qu'il se dirige sur la planète de Broly, le film continue et j'ai découvert un univers qui était complètement différent de Dragon Ball Super, ne serait-ce que dans les couleurs, dans les traits ou encore dans l'ambiance. C'était vraiment un film qui avait comme thème, comme base, l'héroïque fantasy avec la découverte d'une autre planète, la découverte d'un autre peuple. Et ensuite, on voit le personnage de Broly éclore, qui est d'abord très lambda dans sa première transformation et qui arrive sur une explosion et qui se bat contre les différents protagonistes qui arrivent pratiquement pas à le toucher. Je crois qu'il n'y a aucun coup critique de la part de Sangoku, Vegeta, Trunks ou Piccolo. Aucun coup critique est fait directement à Broly. Le film se termine, comme vous le savez tous, avec Sangoku qui demande l'énergie à tout le monde. Il n'arrive pas à le battre. Et c'est quand Vegeta donne sa puissance à la fin qu'ils réussissent à tuer Broly. Donc même si au niveau scénario, le cliffhanger de fin n'est pas très bien réussi, pas très bien maîtrisé, parce qu'ils ont ramené Broly comme un personnage surpuissant, et qu'ensuite, pour pouvoir aller le battre, ils sont partis piocher dans l'aide universelle des 5 Z-Fighters pour aller le battre. J'ai trouvé ça super pertinent dans le caractère des personnages et dans l'ambiance Dragon Ball Z. Tout ça pour vous dire que Broly n'est pas canon, certes. Mais qu'est-ce que c'est qu'une œuvre canon? Si vous vous souvenez à l'époque, en tout cas moi aujourd'hui j'ai 28 ans et quand je regardais Dragon Ball Z, je regardais des épisodes de temps en temps sur le Club Dorothée. J'avais pas tous les tomes étaient publiés par Kana et à ce moment-là on était peut-être au tome, je dirais au tome du 28-30, donc on n'avait pas à disposition les 42 tomes et les épisodes étaient tous les mercredis, il me semble. Ce qui fait que si vous loupiez un épisode, on n'avait pas internet, on n'avait pas moyen de revenir dessus. Si vous loupez un tome manga, ça m'étonnerait qu'à l'époque, vos parents vous avaient acheté, vous achetez tous les tomes. Donc c'est vraiment avec l'apparition d'Internet qu'on a commencé à avoir un regard par rapport à une œuvre complète, par rapport à ce qu'est le canon et le non-canon, et par rapport à juste avoir la faculté de regarder un épisode qu'on avait loupé. Donc pendant cette période-là,
où il fallait regarder les épisodes Dragon Ball Z. En plus, je crois que c'était l'arc Boo à ce niveau-là, sur le Club Dorothée. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais jeune. Mais pour chaque période, il y avait un arc peut-être différent. Mais on connaissait bien cet arc-là, on connaissait pas les bases. Moi, je connaissais pas le début de Dragon Ball. Je connaissais pas l'arc Freezer, je connaissais pas l'arc Cell. J'ai démarré avec l'arc Boo. Et, et, et on n'avait aucun moyen de retrouver les épisodes. Donc, à ce moment-là, quand on m'avait ramené une cassette et qu'on m'avait dit que cette cassette, c'était Broly, le Super Saiyan légendaire, cette cassette que j'ai regardée des dizaines, des vingtaines ou des centaines de fois, pour moi c'était ça Dragon Ball Z. Donc ok, aujourd'hui avec notre recul, avec notre capacité avec internet de télécharger l'œuvre complète, l'adaptation animée, et de pouvoir aller dans n'importe quel Fnac et avoir n'importe quel tome, parce que je sais aussi déjà, même s'il y avait 30 ou 28 tomes de sortie, votre librairie, la Fnac ou le Carrefour du coin n'avait pas tous les tomes. Donc fallait les commander, etc. Et moi, je n'étais pas en capacité de demander à mes parents de débourser 52 francs, je crois, coûtait le tome, pour une collection aussi longue. Tout ça pour dire qu'on a eu la grille de lecture canon, pas canon, qui est très pertinente, mais qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre pour ceux qui ont mis Broly dans les échelles de rapport et dans les échelles de force, parce que Broly est réellement, à travers la cassette, une des portes d'entrée par laquelle certains ont découvert Dragon Ball Z. Et que c'est pas parce que 10 ou 15 ans après, Internet nous permet d'explorer l'intégralité de l'œuvre, que notre argent nous permet d'explorer l'intégralité de l'œuvre, parce qu'aujourd'hui on travaille plus ou moins tous, on est adulte et on a la capacité de faire nos choix sur nos dépenses, et si on choisit d'être fan de manga, on peut acheter toute l'œuvre. Broly, dans la défense qui en a été faite, et dans les questionnements sur le rapport de pouvoir, ça a été fait parce que Broly a été une réelle porte d'entrée sur l'univers Dragon Ball Z. Et à cette époque-là, on avait le droit d'être fan de Dragon Ball Z sans pour autant avoir toute l'œuvre et faire une différence entre ce qui est canon et ce qui n'était pas canon. Autre point que je voulais également aborder sur cette vidéo, par rapport à cette chose-là, c'est que dans le film Broly, les caractères des personnages, leurs réactions et tout ce qui les met en scène collent beaucoup plus à Dragon Ball que l'œuvre Dragon Ball Super. Donc au final, on nous a vendu Dragon Ball Super d'une manière commerciale en nous disant attendez, c'est canon, on efface Dragon Ball GT, on va vous faire un manga support papier. Oups. On va vous faire un manga support papier et on va faire une suite en pointant du doigt, ça c'est canon. Mais moi je retrouve pas les caractères qu'on avait dans Dragon Ball Z, je retrouve pas leur réaction. Je découvre le même physique, ça c'est clair qu'ils n'ont pas changé physiquement, mais avec des caractères beaucoup plus lisses, beaucoup plus cartoonesques et beaucoup plus plats. Donc aujourd'hui, dire que Broly n'est pas canon, je suis d'accord et je suis pas d'accord, parce que dans son essence même, le premier film Broly correspond beaucoup plus à ce qu'on a connu de Dragon Ball Z que ce qu'il nous propose aujourd'hui. Et même si le scope canon est un scope intéressant à regarder, il faut que vous ayez toujours votre libre arbitre, quitte à contredire l'auteur pour dire ok, ça c'est pas canon, mais c'est de qualité et pour moi ça représente l'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, les stratégies commerciales de Dragon Ball Super sont assez malins et connaissent assez bien les fans pour pouvoir nous aiguiller sur ce qui est canon ou ce qui ne l'est pas. Et pour toutes les grandes séries, c'est pareil. Vous allez regarder également pour Star Wars. À partir du moment où on a les premiers films qu'on va considérer comme canon et qu'il y aura un univers étendu, l'argument même du canon va être perspicace. Mais à partir du moment où les commerciales vont comprendre l'effet que ça procure d'aller pointer du doigt une œuvre et de dire que c'est canon, et là on va jouer avec vous. On va vous dire que cette partie-là est canon, puis ensuite on aura une autre direction de commercial qui va dire non, 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 cet univers étendu-là est effacé, on va recommencer un univers étendu qui lui sera canon. Et j'ai peur que pour Dragon Ball Z Super, ça soit la même chose. Qu'on aille dire, ok, ça c'est canon, ça ne l'est pas, ça on retire, ça on remet. Et c'est ce qui se passe avec le film Broly. Parce qu'au final, le film Broly, on nous a débattu pendant longtemps que c'était pas canon, et je suis d'accord avec cette version-là, et aujourd'hui on nous le remet le canon. Mais est-ce que ça va être au niveau? Est-ce qu'on va ressentir l'empreinte Dragon Ball Z? Est-ce que les personnages auront vraiment un but pour se battre? Parce que le but était ridicule, le Kakaroto, tu as pleuré à côté de moi, j'ai envie de te battre, mais ça avait quand même un impact et une influence qui faisait tourner le film, même si c'était un pet shed. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va pousser Broly à aller battre Sangoku et à aller se battre contre Vegeta? Est-ce que cette science-là va être tenue? Donc je voulais faire une petite vidéo directement sur Broly et sur l'aspect canon pas canon, parce que même si je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je pense qu'aujourd'hui il faut que chacun ait la capacité de réfléchir à notre propre avis sur l'œuvre. Et même si l'argument canonique est un argument d'autorité, aujourd'hui il y a vraiment d'autres choses à voir, surtout quand les commerciaux ont très bien compris ce sens-là. En tout cas, merci pour la vidéo, merci pour vos commentaires, et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez directement en commentaire en essayant d'être pas trop méchant. Et je vous dis à la prochaine, ciao!